Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV sur la thématique aujourd'hui du marché du vrac. Nous sommes en compagnie de Monsieur Zebig, qui est directeur associé de la société Zebig et cofondateur de Vinceo. Bonjour. Bonjour. Vous incitez aujourd'hui les producteurs du Languedoc-Roussillon à s'investir dans le marché du vrac. Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons ? Tout d'abord, le vrac, c'est le débouché majoritaire et largement majoritaire des producteurs du Languedoc-Roussillon. Pour donner quelques chiffres, les caves coopératives vendent en vrac à peu près 90-95% de leur volume, ce qui est considérable. Et les vignerons indépendants, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'ils commercialisent quand même à peu près la moitié de leur volume en vrac. Donc je dirais, quand on fait le total de tout ce que ça représente, le vrac en Languedoc-Roussillon, ça fait peut-être 80-90% des débouchés. Pour vous, aujourd'hui, il faudrait en faire plus ? Augmenter les rendements, tout du moins ? Alors, s'il faut faire plus de vrac, la réponse c'est oui. Aujourd'hui, les acheteurs internationaux manquent de vin, même si en France, on dit toujours la consommation diminue, on a trop de vin, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du marché mondial, on manque de vin. Parce que l'Australie a des problèmes de sécheresse depuis plusieurs années, c'est maintenant récurrent, parce que l'Italie, cette année, a fait une petite récolte, parce que l'Espagne aussi baisse sa production. Donc aujourd'hui, les acheteurs sont en demande. Et l'un des problèmes, on va en parler, j'imagine, un petit peu après, du Languedoc-Roussillon, c'est que le Languedoc-Roussillon diminue son potentiel de production. Pour deux raisons. Déjà, d'une part, on a arraché de manière assez importante. Si on prend l'exemple de l'Hérault, plus particulièrement, on a quand même perdu plus de 10 000 hectares en quelques années, ce qui est tout à fait considérable. On est, je crois, aujourd'hui à 93 000 hectares dans l'Hérault. On était, il y a encore quelques années, à plus de 100 000. Donc il y a ce premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est qu'on a baissé les rendements. Alors même si 2011 est une année un petit peu atypique, puisque les rendements sont un peu plus élevés, je pense que c'est un épiphénomène et que peut-être l'année prochaine, j'espère pas, les rendements peuvent baisser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même perdu à peu près 20%, un petit peu moins de 20% de rendement en 10 ans. Ce qui est tout à fait considérable. Et aujourd'hui, les marchés sont à la hausse, oui. avec une conjoncture assez favorable. Oui. C'est ce qui pousse aujourd'hui à vous positionner clairement sur inciter les producteurs à augmenter leur volume ? Alors déjà, les cours, effectivement, vous avez raison, ont considérablement augmenté depuis un peu plus d'un an maintenant. On a pris pour certains vins plus de 50%. Quelquefois, certaines qualités ont presque doublé, ce qui est tout à fait considérable. Je pense à l'Espagne, qui n'est pas tout à fait sur le même marché que nous, mais l'Espagne, il y a encore un an ou deux, vendait des vins à 25 € l'hecto. Aujourd'hui, ils peuvent être à 50 €, voire un peu plus. Donc on change totalement la rentabilité. C'est-à-dire que quand il y a encore 2 ans, les viticulteurs perdaient en moyenne en Languedoc-Roussillon 1 000 € par hectare et par an. Aujourd'hui, ils gagnent un petit peu d'argent. Alors, on part de très bas. Donc, augmenter de 50% les cours, ça ne veut pas forcément dire que ça y est, la situation est gagnée et que tout le monde gagne bien sa vie. Ça veut simplement dire que le marché est en forte demande, qu'on se réajuste sur des cours qui sont quand même quelque part un peu plus normaux. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier l'approvisionnement, c'est-à-dire le sourcing en Languedoc-Roussillon que font les acheteurs internationaux. C'est que le Languedoc-Roussillon est de moins en moins attractif pour les problèmes que je vous ai évoqués. Et que donc, il est quand même assez souhaitable pour cette raison-là aussi d'augmenter les rendements. Alors, augmenter les rendements, ça ne veut pas dire faire 300 hecto-hectares. Hein, on est, je crois, en 2010, on était autour de 50-55 hecto-hectares. Tout confondu, c'est quand même très faible. Cette année, on va voir, mais je pense qu'on va être entre 65 et 70 hecto-hectares. C'est déjà beaucoup mieux. Mais il faudrait être capable de dépasser, je pense, les 80 hecto-hectares en moyenne. Et vous ne pensez pas que c'est uniquement conjoncturel ? Vous pensez que c'est une tendance de fond et qu'on va on va continuer sur cette tendance de hausse des tarifs d'achat ? Non, je pense qu'on va s'arrêter un jour. Il y a toujours un peu la barre psychologique des 100 € l'hecto, hein, où on n'y est pas encore. Alors on y est sur certains marchés. Je pense au marché du bio, où si on va négocier par exemple un Cabernet Sauvignon en Languedoc conventionnel autour de, je dis n'importe quoi, 70 € l'hecto, ce qui est à peu près les cours, en bio, ça va être le double. Ça va être 140 € l'hecto. Alors on va dire c'est bien, il faut faire du bio.
Le problème, c'est qu'il y a quand même un temps de conversion, 3 ans, qu'en général, on fait des rendements plus faibles, et que du coup, en termes de rentabilité, c'est pas forcément une équation aussi évidente que ça, vous voyez. Donc il y a ce phénomène-là aussi des marchés un petit peu, je dirais, nouveaux là-dessus. Le Languedoc-Roussillon est une terre favorable pour se lancer sur le marché du vrac. Il dispose des principaux cépages qui se commercialisent à l'international. Alors déjà, quand on parle du marché du vrac à l'international, le marché français du vrac à l'international, c'est principalement quand même le marché du Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon, c'est peut-être, et c'est sûr d'ailleurs, en tout cas c'est un avis personnel, le vignoble le plus adapté sur le marché mondial. C'est le vignoble qui dispose de ce que j'appelle les Big Five, les 5 cépages internationaux majeurs, que sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon et la Syrah en rouge, et le Chardonnay et le Sauvignon en blanc. Voilà. Donc du coup, on est beaucoup plus attractif sur le marché mondial que d'autres vignobles comme la Provence, d'ailleurs qui jouent sur d'autres marchés, ou les Côtes-du-Rhône. Donc si je comprends bien, vous souhaitez que la production augmente, qu'on saisisse des opportunités sur les marchés, tout du moins pour la région. Si on regarde l'Australie, vous l'évoquiez tout à l'heure avec des périodes de sécheresse qui réduisent les productions. L'Australie connaît aussi une crise de surproduction. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on ne tire pas les leçons d'un pays comme l'Australie qui est l'un des principaux fournisseurs sur le marché mondial? Alors moi déjà ce que je souhaite c'est que tout le monde gagne bien sa vie et pour que ça soit durable il faut être compétitif. Je pense que pour être compétitif il y a un certain niveau de rendement à avoir de toute façon. La première variable d'ajustement au vignoble c'est le rendement. Quoi qu'on dise, donc à un moment donné, si on n'est pas capable, par exemple, de dépasser 60, 70, 80 hecto-hectares, il ne faut pas jouer sur le marché du vrac. Parce qu'il y a un prix de marché qui est mondial, qui augmente effectivement aujourd'hui, mais qui peut-être va se stabiliser. Enfin, après, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'est pas dans une boule de cristal. Mais en tout cas, il y a un minimum de rendement à avoir pour être compétitif et pouvoir jouer. Alors ensuite, sur la question par rapport à l'Australie, c'est pas du tout... L'Australie ou d'autres pays? Oui, l'Australie, c'est un bon exemple parce que c'est vraiment un vignoble totalement différent du Languedoc-Roussillon. Il y a moins la dimension, on va dire, socio-culturelle, voire socio-culturelle, on pourrait dire, que le Languedoc-Roussillon. Ce sont plutôt des wineries avec des capitaux souvent financiers. Et si à un moment donné, vous n'avez pas une rentabilité à 2 chiffres, peut-être que certains se désintéressent du vin et vont sur d'autres choses. Et en plus, le gros problème qu'ils ont, c'est les problèmes de sécheresse. Ils sont obligés d'irriguer dans beaucoup d'endroits et ils n'ont plus d'eau. Donc la vigne aujourd'hui, je dirais, périclite dans certains endroits et un certain nombre de viticulteurs arrêtent purement et simplement de produire du raisin. Vous me parliez tout à l'heure en préparant cette interview que le marché du vrac se professionnalise, notamment dans la région. Il y a une meilleure productivité, la qualité est au rendez-vous? Oui, souvent quand on parle de vrac, c'est un peu moins le cas maintenant, mais ça le reste un petit peu. On dit oui, bon, c'est presque un sous-produit. En fait, pas du tout. Le vrac, c'est un vrai type de vin. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est que le vrac, c'est d'abord du vin pour les marques internationales. Parce qu'à un moment donné, le vrac, c'est un état transitoire du vin. Il termine après conditionné, que ce soit en bouteille, que ce soit en bag-in-box, que ce soit tout ce que vous voulez. Donc c'est un état transitoire. Et donc c'est vrai que les quelques caves qui ont tout de suite joué sur le vrac il y a au début des années 2000, aujourd'hui sont des caves qui se portent plutôt bien, quelquefois un peu mieux que les autres en moyenne, parce qu'elles ont su évoluer, elles ont su investir dans des technologies qui vont bien pour s'adapter à certains marchés. Je pense au Merlot, il y a une recette qui marche bien sur le Merlot pour le vrac, c'est d'extraire un certain nombre de composés au début de la vinification, que ce soit par flash détente, que ce soit par thermovinification ou autre. Et ça, c'est vraiment des technologies qui apportent un plus pour jouer sur le marché. Technologie d'ailleurs que certains vignerons indépendants, pour la plupart d'ailleurs, ne peuvent pas acquérir pour des raisons de coût, pour des raisons aussi de dimensionnement. C'est des outils plutôt industriels et qui sont moins adaptés, je dirais, à une structure un peu plus artisanale, sans que ça soit péjoratif. D'accord, donc si je comprends bien, on a un outil de production qui est à disposition et on peut être prêt à saisir des parts de marché à l'export. Oui, en sachant aussi, simplement sur la partie vrac, que le marché a considérablement évolué et la production aussi, c'est-à-dire qu'il y a
quelques dizaines d'années, même encore 10 ans, les acheteurs venaient s'approvisionner en ingrédients dans différentes régions. Ils disaient bah, tiens, je vais aller acheter ici de la couleur, là ici de l'alcool, là ici l'acidité, là ici les arômes, etc. Et que le négociant entre guillemets à la sétoise Oui. faisait Son mélange. Voilà, faisait ce mélange, cet assemblage, et faisait que les vins pris individuellement étaient moins bons entre guillemets, moins adaptés au marché plutôt que l'assemblage. Et ça a évolué. Aujourd'hui, les acheteurs veulent acheter des vins qui soient prêts à être conditionnés. Donc il faut qu'ils soient collés, filtrés, stabilisés au froid bien souvent, et souvent, là c'est plus pour l'export, édulcorés. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération Coca-Cola, donc on consomme de plus en plus de sucre sans le sentir. C'est l'effet dose. Et donc du coup, aujourd'hui, les acheteurs veulent qu'on rajoute 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, voire plus, 10 grammes de sucre sur les vins pour l'export. Ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes de conservation microbiologique et des problèmes œnologiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour conclure, j'ai envie de vous demander, vous êtes favorable à une certaine forme de libéralisation des marchés ? Les marchés sont déjà libérés quelque part. Il y a quand même une grosse évolution de la réglementation. Aujourd'hui, on peut vendre sous la marque Vin de France. Le seul petit souci, c'est qu'a priori, je crois qu'on n'a pas le droit de mettre la mention du millésime, ce qui pose quelques problèmes à l'export. Les marchés sont ouverts. Le prix du marché aujourd'hui, les prix de marché sont mondiaux. Les prix se décident plus, je dirais, localement. Et donc on est vraiment sur un marché mondialisé. Donc il n'y a pas de souci. Alors après se pose la question plus polémique, donc je ne rentrerai pas trop dans le débat sur les droits de plantation. Parce que la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il faut libéraliser les droits de plantation ? Exactement. Alors moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'étranger, les choses ne sont pas tout à fait pareilles que chez nous. Et que je dirais qu'il faut avoir une réflexion sur la façon dont on pourrait s'adapter à la demande croissante de vins issus de cépages internationaux. Voilà.